Une promenade matinale tranquille, ou le début de quelque chose de plus grand, lorsqu'un officier blanc décide d'humilier une vieille femme noire aveugle en plein jour. Il pense que ce n'est qu'une journée ordinaire sur son parcours. Ce qu'il ne sait pas, c'est qui elle est, et encore moins qui est son fils. Ce qui suit, c'est une tempête de vérité, de courage, et une quête de justice qui bouleversera toute la ville. Il y avait quelque chose de sacré dans les matins à Belargent. La lumière qui glissait entre les toits anciens, l'air encore humide des rosées nocturnes, et ce calme rare juste avant que le monde ne s'éveille. C'est à ce moment-là qu'Alice marchait. Elle ne voyait plus depuis près de 30 ans, mais ses pas étaient pleins de grâce. Son monde n'était pas fait de formes ni de couleurs, mais de textures, de sons, de parfums. Et chaque matin, à la même heure, elle enroulait son foulard autour de ses épaules, saisissait sa canne, celle de son défunt mari, ancien combattant, et s'élançait. La poignée en ivoire, lisse à force d'années, avait porté bien plus que son poids. Elle avait entendu des prières, absorbé des larmes, et frappé un rythme familier dans chaque rue qu'elle avait traversée. Alice vivait seule dans une petite maison blanche, au bord du parc de la promenade des Saules. Les voisins étaient polis mais distants. Elle les connaissait tous, par les sons, les habitudes, les voix. Ce matin-là, la bouilloire siffla comme d'habitude. Elle versa son thé à la camomille et resta un moment à sa table, les mains autour de la tasse chaude. Puis elle enfila son manteau et sortit. La canne claquait doucement contre les marches de briques. Elle connaissait le chemin par cœur. Chaque fissure, chaque virage, chaque odeur de boulangerie ou de feu de bois lui était familière. C'était son territoire. Elle franchit la grille du parc, accueillie par le grincement bien-aimé. À cette heure, le parc lui appartenait. Elle se dirigea vers son banc habituel, sous un vieux saule. Elle avançait confiante, jusqu'à entendre le bruit distinct de bottes sur le gravier. Pas le pas d'un jogueur ou d'un enfant. Quelque chose de plus lourd. Elle serra sa canne, attentive. « Bonjour », lança une voix sèche. « Tout va bien, madame ?»« Très bien, merci », répondit Alice avec calme. « Vous êtes seule ?» reprit-il, cette fois plus accusateur que curieux. « Je me promène ici tous les matins. Je connais cet endroit. » Il y eut un silence. Elle sentait le jugement planer. Finalement, il marmonna. « Faites attention, ce n'est pas toujours sûr ici. »« Merci de votre sollicitude, » répondit-elle simplement, avant de reprendre sa marche. Mais en elle, quelque chose s'était resserré. Pas de la peur, non, de l'expérience. Elle avait connu ces regards, ces tons, ces petites violences qu'on ne dit jamais à voix haute. Elle continua à marcher, droite, digne. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce bref moment allait allumer un feu longtemps couvé. Le lendemain matin, elle reprit sa routine. Elle n'allait pas fuir le seul endroit où elle se sentait encore libre. Pourtant, la voix de l'homme résonnait encore dans sa mémoire. Il ne s'agissait pas de mots, mais de ce qu'il contenait. Une forme d'autorité déguisée en inquiétude. Elle arriva au parc, les doigts glissant sur la grille froide, avançant pas à pas vers son banc. Mais à peine s'était-elle assise que les bottes réapparurent. « Vous êtes revenue, » dit la voix, cette fois teintée d'un mépris à peine dissimulé. « Courageuse, je vous l'accorde. »« C'est un beau parc, » répondit Alice, impassible. « Beau, peut-être, mais pas sûr. Des gens comme vous devraient réfléchir à 2 fois avant de s'y aventurer seuls. » Elle se leva lentement, droite, sa canne en main. « Je suppose que vous êtes ici pour assurer la sécurité, dit-elle, pas pour effrayer les citoyens. » Son calme dérangea. Il se rapprocha. « Vous croyez tout savoir, hein? À vous promener comme si tout vous appartenait. Vous cherchez les ennuis. » Et alors, sans prévenir, il arracha la canne de ses mains. Elle chancela, étendit les bras pour se stabiliser. Puis un craquement. Le son net et sec du bois qui se brise. Sa canne. Celle de son mari. Cassée. Elle se pencha, chercha les morceaux au sol, ses doigts tremblants effleurant les éclats. « Peut-être que la prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois, lança-t-il avant de repartir. Alice se releva, les morceaux de sa canne contre elle, le cœur battant, les larmes aux yeux. Elle marcha jusqu'à chez elle, les mains contre les murs, chaque pas une épreuve. Pas par douleur, mais par humiliation. Le lendemain, elle resta longtemps assise, le thé froid dans ses mains. Les morceaux de la canne étaient posés sur la table, enveloppés dans un torchon, comme une blessure qu'on ne peut ignorer.
Gabriel, son fils, capitaine de police à Lyon, sentit quelque chose d'étrange dans sa voix au téléphone. Ce n'était pas ce qu'elle disait, mais ce qu'elle ne disait pas. Une hésitation, un silence trop long, un souffle retenu. Il prit sa voiture et fit la route jusqu'à Belargent. La ville semblait figée dans une routine sans heure, mais il savait que le calme apparent pouvait dissimuler bien des violences. Il la trouva assise dans son fauteuil préféré, le visage tourné vers la fenêtre, le regard fixé sur un point au loin qu'il ne voyait pas. Elle ne dit rien tout de suite. Elle lui tendit un torchon roulé serré. Il le prit, l'ouvrit. Une canne, brisée net en deux, reposait là, ses extrémités en bois fendu, comme arrachées avec rage. Il resta figé. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. Elle inspira lentement. « Un policier, dans le parc. Il a cassé ma canne. » Gabriel sentit la colère monter en lui comme un feu soudain. Mais elle posa une main sur la sienne, ferme malgré sa fragilité. « Je ne voulais pas te mêler à ça. Tu sais comment les choses tournent ici. Ce n'est pas Lyon. C'est un village, avec ses silences. Je suis flic moi aussi, maman. Et ce type a touché à la mauvaise personne. » Le soir même, il parcourut le parc, interrogea discrètement les commerçants. Il trouva James, le jeune vendeur de café, timide mais déterminé. Il avait tout filmé, la confrontation, le ton hautain, le geste brutal, le craquement sinistre de la canne rompue. Gabriel regarda la vidéo, les poings serrés. On y voyait l'agent Jules, grand, massif, en uniforme. On l'entendait même rire après le geste. Comme si briser la canne d'une vieille femme était une plaisanterie. Gabriel commença son enquête officielle. Il consulta les patrouilles, croisa les rapports, interrogea d'anciens plaignants, souvent dissuadés de poursuivre. Des noms revenaient, des silences aussi. Il savait ce que cela voulait dire. Il déposa plainte contre l'agent Jules. La réaction fut immédiate. Isolement au poste. Soupir lorsqu'il entrait dans une pièce. Pneus crevés. Message glissé sous son essuie-glace. Soutiens les tiens ou subis. On le convoqua à la direction. On lui conseilla de régler ça à l'amiable. Il refusa. On lui proposa un congé. Il refusa encore. Mais chaque soir, il revenait chez sa mère. Elle ne disait rien, mais elle voyait ses traits tirés, les cernes sous ses yeux, les rides de fatigue creusées par le doute. Un soir, elle s'approcha doucement, lui caressa les cheveux comme quand il était enfant. « Tu n'es pas seul, et tu n'as pas apporté tout ça seul. »« Je sais, répondit-il, mais je le fais pour toi, et pour ceux qu'on ne voit pas, qui n'ont personne. » L'audience disciplinaire se tint une semaine plus tard. La salle était petite, étouffante. Gabriel présenta les vidéos, les témoignages. Il parla calmement. Pas de vengeance, juste la vérité. Jules en face restait impassible, mais ses yeux trahissaient une tension. Des journalistes étaient présents, discrets, mais là. Une caméra posée sur un trépied filmait. Gabriel savait que cette histoire ne lui appartenait plus seulement. Le verdict tomba. Suspension immédiate de Jules. Enquête interne ouverte. Mesures provisoires. Rien de définitif, mais un premier pas. Ce soir-là, il rentra chez sa mère avec une boîte entre les mains. Une canne flambant neuve, en bois foncé, poignée en ivoire sculpté, et une petite plaque en argent gravé, à ma force. Elle la caressa du doigt, ses yeux se remplissant de larmes silencieuses. « Allons marcher, dit-elle. » Ils sortirent. Ensemble, main dans la main. Le bruit régulier de la canne frappant le sol accompagnait leurs pas. Les gens les regardaient. Certains saluaient, d'autres s'inclinaient. Ce n'était plus une vieille femme invisible, c'était Alice, la femme qui avait tenu bon. Et Gabriel, le fils qui avait refusé de se taire. Quelques semaines plus tard, la ville lança le programme Alice, une série de formations destinées aux forces de l'ordre. Dignité, écoute, devoir, empathie. Volontaire au début, mais déjà plusieurs officiers s'y inscrivaient. Le mouvement prenait. Dans le parc, une plaque fut installée sur son banc habituel. Ce siège est pour ceux qui refusent d'abandonner. Alice sourit. Un peu dramatique, mais j'aime bien, dit-elle. Gabriel rit doucement. Dans le calme du matin, alors que le soleil baignait le monde d'une lumière dorée, ils s'assirent ensemble, sans peur, sans silence, juste la paix. Mais cette paix ne dura pas. Un soir, en revenant du marché, Gabriel trouva la porte de la maison entr'ouverte. Il entra lentement. Rien ne semblait déplacé. Mais sa mère n'était pas là. Il appela. Rien. Puis il vit sur la table une note manuscrite. « Tu as réveillé ce que d'autres préféraient dormir. Rends-toi au vieux moulin, seul. » Il y alla, bien sûr, sans appeler de renfort, sans hésiter.
parce qu'il était flic, et parce qu'il était fils. Le vieux moulin était à l'abandon depuis des années. Il entra. L'odeur de moisissure, de vieux bois et de peur lui saisit la gorge. Un cri étouffé. Sa mère, ligotée. Un homme en uniforme surgit de l'ombre. C'était Jules. « Tu as tout gâché, cracha-t-il. Tu crois que ce programme changera quoi? Tu crois qu'ils vont te suivre? » « Je ne crois pas. Je fais ce qui est juste. » Il y eut une lutte. Une arme. Un coup de feu. Puis le silence. Quand la police arriva, alertée par James, inquiet de ne pas avoir vu Alice au parc, ils trouvèrent Jules blessé à l'épaule, maîtrisé au sol. Gabrielle, le souffle court, tenait sa mère dans ses bras. Elle était sauve. Les jours suivants furent une tempête médiatique. L'affaire fit le tour du pays. Une tentative d'intimidation violente, l'arrestation d'un officier déjà suspendu et l'intervention héroïque d'un capitaine de police pour sauver sa propre mère. Cette fois, on ne pouvait plus étouffer l'affaire. Le programme Alice devint obligatoire à l'échelle régionale, puis nationale. Et des mois plus tard, dans une cérémonie discrète mais émouvante, une médaille lui fut remise, pour qu'optionnel et service à la dignité humaine. Alice ne dit rien ce jour-là. Elle serra la main de chaque personne venue. Puis, elle rentra chez elle, s'assit dans le jardin, la canne sur ses genoux, les yeux levés vers le ciel. Gabriel la rejoignit. Il s'assit à côté d'elle, fatigué mais serein. « Tu as changé les choses, maman. » Elle secoua doucement la tête. « Non, on les a changées, ensemble. » Et dans la lumière de fin d'après-midi, leurs ombres s'étendaient côte à côte sur l'herbe. Longues, solides, inébranlables,